bienvenue au Forum Radio J. Vous êtes l'invité, Cyrielle Châtelain, bonjour. Bonjour. Alors la réforme des retraites rejetée par les syndicats, par la gauche et par une grande partie de l'opinion est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel qui va rendre sa décision le 14 avril. Alors comment dans ce contexte calmer le jeu pour éviter peut-être que la violence ne prospère dans le pays? Et comment en tout cas sortir de cette crise? La rue doit-elle prendre le dessus sur le Parlement? Mais pour commencer, Cyrielle Châtelain, une question d'actualité. Dans un avis rendu aujourd'hui, la Convention citoyenne se prononce en faveur d'une aide active à mourir. Est-ce que le groupe écologiste à l'Assemblée est pour une légalisation de l'euthanasie? Oui, nous sommes pour, parce que nous pensons que nous avons le droit de vivre dignement et que nous avons le droit de mourir dignement. Et précisément, comment ça pourrait se faire? Alors là, c'est tout le travail qu'on va mener. On va prendre connaissance de l'ensemble des travaux de cette convention citoyenne et c'est tout le travail qu'on va mener de manière parlementaire. Je pense que c'est des débats éthiques qu'il faut faire de manière calme, apaisée et toujours en gardant en tête l'intérêt des personnes, leur dignité et le respect de leurs choix. Il faut qu'il y ait un consensus sur ce sujet? Il faut qu'il y ait en tout cas une large majorité, mais on sait très bien que quand on fait avancer des droits, des fois le consensus n'est pas possible. Mais en tout cas, il faut travailler dans un esprit de consensus. Je pense que c'était l'esprit de cette convention citoyenne. Qu'une convention citoyenne s'exprime, je pense qu'il faut la respecter. Alors, autre question d'actualité qui n'a rien à voir, Cyrielle Châtelain. Qu'est-ce que vous inspire le fait que Marlène Schiappa, la ministre Marlène Schiappa, soit en couverture de Playboy avec à la clé une interview et aussi un certain nombre de photos? C'est une opération de promo pour Playboy. Pour Playboy ridicule. Ou pour Marlène Schiappa? Les deux. Ouais. Les deux, en vrai. Ouais. Chacun bénéficie de la couverture médiatique. Ouais. Le problème n'est pas qu'une femme pose nue. La question, c'est que... Pardon. Oui, non, mais je sais qu'elle pose pas nue. Mais quand on dit Playboy, on pense Playmate et on pense nudité. Ouais. La question, c'est ça. Et moi, mon problème n'est pas avec le fait que des femmes posent nues. Le problème, c'est qu'une ministre de la République, justement, pose avec les attributs de la République dans un magazine dont l'objectif est de faire de l'argent sur cette nudité. Et je ne pense pas que ce soit le rôle d'une ministre de faire une opération promo pour un magazine. Et en vrai, ça a un côté ridicule. On est dans un moment de tension sociale extrême et on a un président qui donne une interview à Pif Gadget et une ministre qui donne une interview à Playboy. Alors, on parle d'abord de Marlène Schiappa. Elisabeth Borne a considéré que l'interview de Marlène Schiappa lui a dit au téléphone à Playboy n'était pas approprié. Elle a raison? Elle a raison. Hein? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a toujours sa place au gouvernement, Marlène Schiappa, ou pas? Ça, c'est à la première ministre. Mais qu'est-ce que vous en pensez? D'en décider. Ouais. En vrai, je pense qu'il y a des choses plus problématiques dans ce gouvernement que le fait de poser dans Playboy. Ça n'enlève rien en ridicule. Et au fait, par contre, ce qui est problématique dans l'attitude de Marlène Schiappa depuis, comme sur de nombreux sujets, quand je dis opération de promo, c'est que plusieurs fois, elle s'est quand même retrouvée, que ça soit par ses tweets. Il y a toujours une ligne un peu floue entre des choses qu'elle peut, la manière dont elle peut servir de son poste de ministre, de sa visibilité pour promouvoir des opérateurs privés. Alors, dans un pays où le président s'exprime dans PIF et sa ministre Schiappa dans Playboy, le problème, ce serait l'opposition. La France déraille. C'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier dans un tweet. Il a raison, la France déraille? Non, moi je pense que la France ne déraille pas. Je pense que le gouvernement déraille. Quand on a un gouvernement, vous l'avez dit, qui n'écoute pas les syndicats, qui a refusé le dialogue social pendant plusieurs semaines. Quand on a un gouvernement qui n'écoute pas les mobilisations pacifiques, sereines et déterminées, qui n'écoute pas 9 actifs sur 10 qui sont contre la réforme des retraites, et qui, quand le Parlement, l'Assemblée va voter, parce que la question n'est pas de prendre... La question, vous avez dit, la rue doit-elle prendre le pas sur le Parlement? On va en parler. Mais non, mais c'est important parce que la France déraille. Donc je vous ai dit, ils n'écoutent pas les syndicats, ils n'écoutent pas les Français. Mais quand l'Assemblée nationale va rejeter la réforme des retraites, ils mettent le 49.3. Donc aujourd'hui, ceux qui déraillent, c'est le gouvernement. Et celui qui déraille particulièrement, c'est Emmanuel Macron qui s'est illustré à la fin dans une interview complètement lunaire. Vous parlez de PIF? De PIF et de son interview télévisée. On vient d'avoir un 49.3, on passe d'une crise sociale à une crise démocratique, et il est complètement hors sol. On va parler d'Emmanuel Macron, mais d'abord on va parler un peu de vous, des oppositions. Et je vais reprendre dans ma question ce que disent un certain nombre de vos détracteurs. Est-ce que la France ne déraille pas un peu plus que ce que dit Jean-Luc Mélenchon quand des parlementaires LFI et EELV participent, c'était samedi dernier, à une manifestation interdite et annoncée comme violente?
Qu'est-ce que c'était Sainte-Soline ? C'était un mouvement, d'abord principalement appelé par des mouvements quand même pacifistes, oui, de désobéissance civile, mais pacifiste, parce que la désobéissance civile, c'est deux choses, c'est la non-violence et c'est le fait d'agir à visage découvert. Mais là, il y avait désobéissance civile et violence. Oui, mais la première chose, le premier mouvement, c'était celui du pacifisme et de la désobéissance civile. Pour un sujet qui nous concerne tous, qui est la question de la répartition de la ressource en eau. C'était ça le sujet et ce pourquoi les députés écologistes et France Insoumise se sont déplacés. C'était sur ce sujet de la défense de notre bien commun qui est l'eau. Bon, mais alors sur la violence, une semaine après Sainte-Soline et les violences extrêmes quand même d'un millier de manifestants qui étaient venus quand même pour en découdre, est-ce que vous mettez sur le même point la violence des casseurs dans les manifestations et les opérations de maintien de l'ordre des forces de l'ordre? Non, mais moi, je condamne absolument toutes les violences. Je vous l'ai dit, nous, on est pour une mobilisation pacifiste. Et je pense que les violences groupusculaires desservent finalement ces mobilisations. Parce que l'objectif, c'est d'être nombreux, c'est d'être mobilisés, c'est d'avoir des... Je pense que la victoire vient de la force du nombre. Et donc, quand on a des groupuscules identitaires qui font de la violence, forcément, on est beaucoup moins nombreux, parce que les gens ont peur de venir à ces manifestations. Donc non, moi, je crois profondément à la non-violence, au pacifisme et à la défense de nos bras. Mais est-ce que justement, dans le cadre de cette manifestation, les parlementaires LFI et ELV, plus votre secrétaire national, Marine Tondelier, avaient leur place dans cette manifestation? Oui, ils avaient leur place. Ils défendaient le droit d'accès à l'eau. Ils ont défendu et porté secours à des personnes qui étaient blessées. Ils ont eu un rôle d'apaisement. Mais oui, c'était le rôle qu'ils prenaient. Ils ont même, à un moment, il y avait une infirmerie de fortune. Donc nous assumons le fait d'avoir une désobéissance pacifique de la défense de nos biens communs. Et je voudrais revenir que la question, bien sûr que la question, c'est celle des tensions liées à la raréfaction de la ressource en eau. Et l'une des manières, et la seule manière, en fait, d'éviter les violences, c'est de mettre tout le monde, tous les usagers autour de la table et de tous les respecter dans leur utilisation de l'eau. Le problème, c'est vraiment l'accaparement, c'est-à-dire qu'on a des bassines qui vont être remplies en prenant dans les nappes phréatiques et quand il y aura des alertes sécheresse, seuls les agriculteurs qui sont raccordés à cette bassine pourront arroser. Ce n'est pas normal. Il faut permettre à tous les usagers de pouvoir avoir la ressource en eau. Le GIEC le dit, la manière de faire la transition, ça doit être de manière démocratique avec tout le monde autour de la table. Cela n'a pas été fait et je le regrette. C'est vraiment indispensable d'avoir cette transition démocratique pour avoir une transition écologique. On revient au déroulement de cette manifestation. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé ce qu'il a appelé le traquenard organisé par Gérald Darmanin à Sainte-Soline. Est-ce que vous partagez cette analyse? Je n'utiliserai pas le mot traquenard. Qu'est-ce que vous utilisez comme mot, comme terme? Le terme, je pense que c'est difficile de réduire à un terme. Par contre, oui, je me questionne aujourd'hui sur le changement de doctrine de maintien de l'ordre. On avait à Sainte-Soline 3200 policiers qui ont projeté en 2 heures 4000 grenades. Ça veut dire 33 grenades à la minute. Dans un moment où on voit en parallèle un durcissement de la doctrine de maintien de l'ordre dans les manifestations contre les retraites, notamment la pratique de NAS, le fait d'envoyer des grenades de désencerclement, je pense qu'il y a un durcissement de la doctrine de maintien de l'ordre qui met en danger les manifestants et les policiers sur le terrain. Donc oui, moi j'attends beaucoup. Gérald Darmanin va être auditionné à l'Assemblée et au Sénat. Je pense qu'il doit quand même rendre des comptes sur ce changement qui, je le dis, pour moi est dangereux et qui est disproportionné. Si je dois avoir un mot, oui, c'est disproportionné. Et ce n'est pas le mot ce n'est pas que mon mot, c'est le mot d'Amnesty International, du Conseil de l'Europe, d'un rapporteur de l'ONU. Aujourd'hui, c'est disproportionné la manière dont on utilise les forces de l'ordre dans le cadre de ces manifestations. Vous dites disproportionné, pourtant une partie des manifestants, a priori 1000, donc présents à Sainte-Soline, étaient armés d'explosifs, de grenades artisanales, de cocktails Molotov, de haches et de couteaux. C'est quoi? C'est des militants pacifistes, ça? Non. Mais moi, je l'ai dit, je condamne. J'ai dit que je condamnais. Le terme qu'avait utilisé il y a quelques mois, il y a 5 mois, Gérald Darmanin, il parlait d'éco-terroristes. Est-ce que ce n'est pas des éco-terroristes? Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas gavauder le mot terroriste. Jamais. Ni pour parler de soi-disant éco-terroristes, ni à la lune du JDD, comme Gérald Darmanin le fait. Qu'on a un pays qui a connu les attaques terroristes, qui l'ont marqué, qu'on a des gens qui ont connu dans leur chair les attaques terroristes, jamais. On ne doit jamais galvauder ce mot. Donc non, je ne reprendrai absolument pas ce mot. Et je l'ai dit, je condamne fermement les violences groupusculaires. Et est-ce que vous renvoyez à dos
les violences de ces manifestants et le maintien de l'ordre de la police républicaine? J'ai répondu, il me semble. Aujourd'hui, on a des groupuscules extrêmement violents qui peuvent desservir des causes. Vraiment, la victoire viendra de la force et du nombre. Par contre, on a un durcissement de la doctrine de maintien de l'ordre aujourd'hui qui doit être questionnée parce qu'elle est disproportionnée et que nous sommes dans un pays de droit où la question est de maintenir de l'ordre pour permettre des manifestations et que les gens se sentent en sécurité lors de ces manifestations. Et je voudrais comme saluer les syndicats dont l'ensemble des manifestations se sont déroulées de manière extrêmement pacifique. Contre la réforme des retraites. Contre la réforme des retraites, oui, bien évidemment. Mais parce que cette question de violence et de doctrine des maintiens de l'ordre, elle ne se limite pas à Sainte-Soline. Et en fait, il faut se poser la question quand pendant des semaines, les gens ont manifesté pacifiquement, que les organisations syndicales ont organisé des cortèges extrêmement puissants, extrêmement importants. Pourquoi est-ce que d'un coup, on a une montée de la violence? Parce qu'on a le 49.3, parce que finalement, on a un pouvoir qui méprise. Ça veut dire que c'est de la faute, tout est la faute du gouvernement? Pas tout, mais je pense qu'il a une grande part de responsabilité. Oui, bien sûr, quand en fait on explique, je vous l'ai dit, qu'on n'écoute ni les Français et que du moment où l'Assemblée nationale va démontrer qu'elle joue un rôle de représentation et qu'elle rejette ces réformes, on sert le 49.3 et qu'après on interviewe du président complètement méprisante, oui, on joue avec les allumettes et on joue avec le feu. LFI a demandé la dissolution de la BRAV, la brigade BRAV M, la brigade de répression de l'action violente motorisée, a demandé aussi l'ouverture d'une enquête, d'une commission d'enquête parlementaire sur les événements de Sainte-Soline. Est-ce que le groupe ELV dit la même chose en ce qui concerne la BRAVEM et en ce qui concerne la commission d'enquête parlementaire? Nous avons soutenu et nous continuons à soutenir la pétition sur la dissolution de la BRAVEM. Et la commission d'enquête parlementaire? Notamment, la BRAVEM, ça fait suite à des enregistrements qui sont particulièrement inquiétants, qui sont racistes, qui sont extrêmement violents. Donc oui, aujourd'hui, nous demandons la dissolution de la BRAVEM et on a quand même historiquement des inquiétudes. Le parallèle avec les voltigeurs ne peut pas être négligé. Et vous dites aujourd'hui, Gérald Darmanin, dans le journal du dimanche, ça n'a rien à voir. Oui, et en tout cas, qui nous explique les enregistrements et les faits, les témoignages de violence qui se sont multipliés ces derniers jours. Est-ce que vous êtes comme un certain nombre de dirigeants ELV et LFI qui disent, et peut-être aussi socialistes, Gérald Darmanin doit démissionner? Aujourd'hui, il y a une accumulation quand même de non-réponses. De non-réponses quand on l'interroge sur des étudiantes qui se font agresser sexuellement par des agents qui ont l'autorité. C'est un dérapage très grave. La réponse est en dessous de tout. Pas un mot de soutien pour ces étudiantes. Quand on a une multiplication de témoignages sur les violences qui peuvent être vécues dans la rue, quand on a un maintien de l'ordre qui est clairement disproportionné, oui, je pense qu'aujourd'hui, la question de sa démission se pose. Et surtout, le problème la question de sa démission se pose ou il doit démissionner? Est-ce que vous demandez sa démission? Oui. En vrai, aujourd'hui, en tout cas, la question pour moi, c'est que dans un système démocratique, il aurait déjà dû rendre des comptes de manière extrêmement ferme. Non, mais rendre des comptes, ça veut dire démissionner ou pas? Mais alors, je vous explique. Moi, pour moi, normalement, quand on a des enregistrements qui sortent où on voit, on entend, en tout cas, que les secours n'ont pas pu accéder à des blessés. Ça a été démenti par la hiérarchie de la gendarmerie et également par le SAMU. Il y a 1h20 de décalage entre le moment où on appelle et le moment où ils arrivent, et il le dit lui-même, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas autorisés à intervenir. Parce qu'il y avait de la violence, parce que l'endroit où se trouvaient les blessés était inaccessible. Non, si vous écoutez, d'ailleurs, le médecin qu'ils ont en ligne dit il n'y a plus de violence, la personne du SAMU dit oui, j'ai eu quelqu'un sur place qui me confirme qu'il n'y a plus de violence, donc à ce moment-là, l'endroit où se trouvent les blessés sont pacifiés. Mais en tout cas, on a cet enregistrement-là qui pose une question de la chaîne de commandement et de s'il y a une demande que les secours n'accèdent pas. Et il ne se passe rien. Et c'est absolument anormal qu'il ne se passe rien. Ce n'est absolument pas normal qu'il ne soit pas convoqué chez la Première ministre pour lui demander des explications. C'est ça, en fait. Qui soit convoqué? Gérald Darmanin soit convoqué pour demander des explications sur ce qui s'est passé. Il est auditionné une semaine après, c'est peut-être trop tard. Et oui, quand on a une multiplication de ces faits-là et finalement un sentiment d'impunité et un ministre de l'Intérieur qui galvaude le mot terroriste, oui, effectivement, dans de nombreuses démocraties, il aurait déjà sans doute été démissionné. Et donc vous souhaitez qu'il démissionne ou qu'il soit remplacé?
En tout cas, il ne démissionnera pas volontairement. Moi, si j'étais Première ministre, je l'aurais démissionné. Oui. Alors, vous dites donc, vous assumez le fait qu'un certain nombre de parlementaires et que la patronne de ELV ait participé à cette manifestation de Sainte-Soline. Une question, si Marine Le Pen et des parlementaires RN avaient participé à une manifestation interdite de l'ultra-droite venue en découdre avec les forces de l'ordre, est-ce que vous auriez défendu le RN ou la police ? Alors, la première chose, c'est qu'on ne peut pas comparer. Là, en fait, vous faites un parallèle entre ce qui se passe et en fait ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire des groupuscules d'extrême-droite qui attaquent des plannings familiales, qui attaquent des supporters de foot après des matchs, notamment. Mais sur le principe d'une manif interdite, quoi. Non, mais ma question n'est pas la manifestation interdite. La question est la violence. Et dans les groupuscules d'extrême-droite aujourd'hui, qui attaquent des réunions publiques où il y a des parlementaires, qui, je l'ai dit, attaquent des plannings familiaux, qui font des menaces aujourd'hui sur des personnes qui sont engagées politiquement, notamment à gauche, qu'on voit une montée de la radicalité anti-écologiste. On a eu, je crois que c'était hier ou avant-hier, à Brest, l'Office de la biodiversité qui a été incendié. C'est extrêmement grave. On a une montée d'actes de violence extrêmement forte contre les militants écologistes. On a une montée des actes haineux. Moi, dans ma circonscription à Échirolles, on a des fidèles lors d'une mosquée qui ont été attaqués par... Des faits qui sont toujours dénoncés, hein. Oui, non, mais bien sûr. Poursuivis. Mais la question, c'est la manière dont se répand l'acte de haine. Et moi, je pense que ce n'est pas un hasard. Est-ce que vous dites que la violence d'extrême gauche et d'extrême droite, c'est pas pareil ? Je dis qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui surjoue la violence d'extrême gauche et qui dit bien peu sur la violence d'extrême droite. Et tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, quand on a les personnes qui attaquent les réunions publiques parlementaires et qui sont d'extrême droite, ils le font avec un slogan qui est « Retourne en Afrique ». Qui a dit « Retourne en Afrique » ? C'est un député RN au sein de l'Assemblée nationale. Donc faire croire qu'il n'y a pas de lien entre la propagation des idées d'extrême droite au sein de l'Assemblée nationale et les violences qu'on connaît dans le pays, c'est absolument faux. Et contre les violences, et de la même manière, faire croire qu'on peut traiter tous les écologistes d'éco-terroristes et après s'étonner qu'une montée des violences contre les écologistes, oui, il y a un lien. C'est de la disqualification. Et quand les violences frappent des élus, notamment Renaissance, il y a eu des menaces de mort contre les bébés d'Aurore Berger et de Marie Lebec qui ont reçu donc ces menaces de mort par courrier. Yael Braun-Pivet qui a reçu une lettre au Roland antisémite. Violette Speedboot, la députée Renaissance de Lille, qui a vu son domicile muré alors que sa fille était à l'intérieur. Tout ça parce que ces députés-là étaient favorables à la réforme des retraites. Comment ça vous fait réagir ? Mais j'ai réagi publiquement. C'est intolérable. Et c'est notamment, vous l'avez dit, des femmes qui sont menacées très souvent. Donc bien sûr, en fait, je n'accepte jamais les intimidations. Vous l'avez dit, notamment contre des enfants. Oui, c'est inacceptable, mais il faut savoir, moi, c'est quelque chose qui m'a frappée, qui m'a choquée quand je suis arrivée en poste. C'est-à-dire que moi, j'ai des collègues de mon groupe qui ont reçu des menaces un jour après leur élection. Pourquoi des menaces racistes, des menaces sexistes en disant qu'elles n'avaient pas leur place à l'Assemblée nationale. Donc oui, aujourd'hui, on doit condamner l'ensemble de ces menaces, qu'elles touchent des députés avec qui on est dans notre groupe ou hors de notre groupe. Mais il y a un vrai sujet, notamment pour les femmes en politique, où du moment où elles prennent la parole, où elles prennent de la place dans l'espace public, où elles prennent du pouvoir, on va aller les harceler, leur faire des commentaires haineux sur leur physique, faire des menaces sur leurs enfants. C'est toujours inacceptable. Gérald Darmanin, on revient vers lui. Donc, il donne cette interview au JDD d'aujourd'hui. Il dit qu'il ne veut plus aucune ZAD en France. Il dénonce la violence inexcusable de l'extrême gauche. Et il parle aussi du terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Qui mélange tout et qui instrumentalise tout. Qu'est-ce qu'une ZAD ? Une zone à défendre. La plus connue d'entre elles, c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? C'est la défense d'un intérêt pour le temps long, c'est-à-dire aujourd'hui, dans ces cas-là, la préservation des zones humides contre des intérêts économiques de court terme. C'est ça
aujourd'hui ce qu'était une zone à défendre. Et la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, c'était une expérience sociale. Mais vous êtes pour des ZAD ou pas sur l'ensemble du territoire? Mais je vous explique ce qu'est une ZAD, parce qu'en fait, ils veulent réduire à des actes de violence. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'était des maraîchers, c'était des éleveurs, c'était des agriculteurs, c'était des fermes. Il y avait un boulanger sur place, il y avait un journal, il y a eu des concerts. C'était ça, en fait. C'était toute une expérimentation. Ça a été des années, comme dit Gérald Darmanin, de bordélisation ambiante. Ben moi, j'appelle pas ça une bordélisation. J'appelle ça une expérimentation sociale pour montrer que oui, il y a un autre projet politique. C'était ça, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et c'est ce qui a permis de préserver des zones humides. Il faut des personnes qui se battent pour préserver finalement notre avenir contre des intérêts extrêmement court-termistes. Ça veut dire qu'à Sainte-Soline, il faudrait une ZAD? Et en tout cas, il faut toujours que ça soit dans la non-violence. Et à Sainte-Soline, si ça permet de préserver la ressource en eau, écoutez, moi je laisse les militants s'organiser. La dissolution de l'association qui avait justement lancé cette manifestation à Sainte-Soline, les soulèvements de la terre, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis en soutien des soulèvements de la terre, mais je ne suis pas la seule. Cyril Lion soutient le soulèvement de la terre. Étienne Davodo, auteur de BD. Philippe Descola, qui est quand même professeur émérite au Collège de France. Annie Ernaux. Aujourd'hui, il y a les soulèvements de la terre. Déjà, c'est un mouvement multiple et c'est des personnes qui s'organisent pour défendre justement un intérêt commun et défendre, préserver notre terre. C'est ça, les soulèvements de la terre. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, ces détracteurs qui disent, Jean-Luc Mélenchon a mis de l'huile sur le feu et LFI est le parti de la chienlit et du chaos? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense que moi, j'ai vu aucun député dont je qualifierais l'attitude de chienlit. Vous savez, on n'est pas toujours d'accord avec la France insoumise sur la manière, des fois, d'animer nos débats. Mais je pense que c'est disqualifier très vite le projet qui peut être porté quand on porte l'augmentation du SMIC. Est-ce que c'est la chienlit et le débat, par exemple, quand on parle de la question de la préservation de l'eau, justement, dont on est en train de parler, quand on parle de sobriété énergétique, de transition, de bifurcation écologique, non, moi je pense aujourd'hui, nous avons un style différent. Nous n'avons pas toujours le même, mais non, je ne reprendrai jamais à mon compte ces termes qui visent à disqualifier un projet politique. Alors, réforme des retraites, Elisabeth Borne va recevoir l'intersyndicale mercredi. Est-ce que vous attendez quelque chose de cette rencontre? J'aurais aimé en attendre quelque chose. Je pense que après des semaines, des mois où le gouvernement a refusé de recevoir les syndicats ont fait une main tendue. Ils ont proposé une pause de la réforme des retraites, ils ont proposé une médiation. Finalement, ils ont ce rôle d'apaisement qu'aurait dû avoir le gouvernement. Donc vous attendez quoi de cette rencontre? Donc moi j'attendais qu'elle dise oui, je vais mettre en pause ou je vais retirer la réforme, mais en tout cas de prendre cette main tendue. Et moi, je trouve ça très étonnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hier, il y avait des alertes qui disaient non, une mise en pause, ça n'existe pas. Moi, j'attends la reprise d'un dialogue syndical. Nous sommes dans une crise sociale. Nous sommes sur une réforme des retraites. Normalement, il y a le paritarisme, c'est-à-dire que le gouvernement discute avec les syndicats. Donc ça veut dire que cette réunion ne sert à rien? Ne va servir à rien? Ça, c'est les syndicats qui nous le diront une fois qu'ils sortiront. Mais je trouve extrêmement dommage qu'elle annonce avant même de les avoir reçus qu'elle ne prendra pas leur main tendue. J'espère qu'elle va changer d'avis. On ne peut pas gouverner en méprisant les syndicats et finalement en les recevant juste pour être poli, après avoir refusé le dialogue. Si on veut apaiser, il faut soit le retrait, soit la mise en pause de la réforme des retraites. Et alors vous et votre parti, vous refusez d'aller au rendez-vous que vous a proposé Elisabeth Borne? Mais justement, ce rendez-vous, il était avant le rendez-vous avec les syndicats. Je vous dis, d'abord, on a une crise sociale. On a une main tendue des syndicats. C'est normal d'attendre la réponse de la Première ministre à cette demande de main tendue. Donc ça veut dire qu'après mercredi, peut-être que vous irez c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'était pas d'accord avec les objectifs. Son objectif, c'était de parler du futur calendrier parlementaire. Mais avant de parler du futur calendrier parlementaire, parlons de la réforme des retraites. La crise sociale n'est pas résolue aujourd'hui. Alors la réforme des retraites, elle est suspendue à la décision du Conseil constitutionnel qui est attendue pour le 14 avril. Est-ce que vous espérez beaucoup en cette décision du Conseil constitutionnel, oui ou non?
En tout cas, nous avons fait un recours que nous irons défendre le 4 avril. Pour nous, il y a matière à censurer cette réforme, notamment sur la question de la sincérité et de la clarté des débats. Aujourd'hui, qui pour moi, les débats, le gouvernement était clairement insincère. Et en plus, il a utilisé un outil qu'on appelle le 47.1 il a utilisé l'outil du 47.1 pour limiter le temps de débat. Il a utilisé le vote bloqué pour ne pas débattre un certain nombre d'amendements au Sénat. Puis, il a utilisé le 49.3. Après, moi, je laisse le Conseil constitutionnel dire le droit. Mais je pense qu'il faut, en tout cas, il faut se reposer sur cette institution qui va nous dire si, en tout cas, ça a été fait dans un cadre constitutionnel. Alors justement, il va dire le droit, le 14 avril. Si le départ à la retraite à 64 ans est validé, vous considérez que c'est un fait que la loi est votée, doit pouvoir être mise en place, mise en route ? Absolument pas, il y a deux choses. C'est-à-dire non, absolument pas. Il y a une légitimité. Une légitimité, elle repose sur deux choses. La première, c'est le droit. Et c'est le Conseil constitutionnel qui veut dire. La deuxième, c'est l'adhésion populaire. Et cette adhésion populaire, par les manifestations extrêmement grandes, par le fait que l'Assemblée nationale aurait rejeté cette réforme, le gouvernement ne l'a pas. Qu'est-ce que nous ferons si le Conseil constitutionnel valide ce projet de loi ? Nous ferons un référendum d'initiative partagée. Et pendant 6 mois, nous ferons campagne. Nous ferons campagne contre cette réforme pour aller chercher des signatures et que les Français puissent s'exprimer contre cette réforme, qu'ils puissent dire non, pour nous la retraite ce n'est pas 64 ans, et donc oui, ça sera 6 mois de campagne, de porte à porte, nous serons sur le terrain, nous serons auprès des militants, nous irons voir les Français, leur dirons ce n'est pas fini, donc, vous pouvez nous exprimer, vous avez un référendum. Ça veut dire que la contestation contre la réforme des retraites se poursuivra, les manifestations se poursuivront, et c'est la rue, en fait, qui doit l'emporter. Alors, ce n'est pas la rue. Je vous le rappelle, l'Assemblée nationale allait rejeter cette réforme. Mais si le Conseil constitutionnel le seul qui s'oppose à cette réforme, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Il veut passer en force contre les Français. Ce que nous proposerons, c'est un référendum pour dire aux Français, vous pouvez encore vous exprimer. C'est ça que nous ferons. Et oui, nous irons chercher les signataires pour pouvoir avoir un référendum sur ce sujet, car les Français doivent pouvoir s'exprimer. Et même si la loi... Cette loi n'a pas d'adhésion populaire. C'est extrêmement clair aujourd'hui. L'ensemble des syndicats sont contre. C'est un front syndical uni. 9 actifs sur 10 sont contre. Les Français sont extrêmement majoritairement contre. Peut-être, mais aujourd'hui, mais moi, les sondages, mais c'est tous les gens que je croise. Et moi, les personnes que je vois dans ma circo, peu importe leur avis politique, ils me disent, on n'en peut plus, déjà. On n'en peut plus, l'idée de bosser 2 ans de plus, on n'y arrive pas. On a tous ceux qui devaient partir en retraite en septembre, commencent à me dire, mais moi, c'est 3 mois de plus, je ne sais pas comment je vais arriver à les faire. C'est vraiment, c'est le sujet le plus unanime que j'ai vu, que j'ai entendu dans les discussions de tous les acteurs que je rencontre sur ma circonscription. Donc aujourd'hui, ce qui est dans les sondages, en fait, moi, je le vois tous les jours. En tout cas, le 14 avril, si le Conseil constitutionnel valide, dès le 15, vous repartirez en campagne. Mais nous avons déjà déposé notre référendum d'initiative partagée. Nous attendons là également l'avis du Conseil constitutionnel pour qu'il soit validé. Et s'il est validé par le Conseil constitutionnel, bien évidemment, nous allons partir en campagne pour récupérer les signatures. Et alors, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui ? Une crise sociale, une crise politique ou une crise de la démocratie ? On a une crise sociale qui reste extrêmement forte et on vit un essoufflement de la Ve République. C'est-à-dire un système où un homme peut décider d'imposer une réforme contre tout le monde. Avec une majorité parlementaire. Sans majorité parlementaire, ça qui est intéressant. Mais le 49.3, c'est de la Constitution. Mais oui, mais sans majorité parlementaire sur cette réforme, il allait être mis en minorité. Oui, mais sur cette réforme, il allait être mis en minorité. La Première ministre l'a reconnu. Donc il l'a sans l'adhésion populaire, en ayant piétiné la démocratie sociale et en ayant fui le vote au Parlement. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il appose sa réforme sous le contre-tour. C'est l'essoufflement d'un modèle complètement présidentialiste. Est-ce que ça veut dire que le président est illégitime, que sa majorité est illégitime ? Il n'a pas de majorité. Je n'ai pas utilisé ces mots-là. Ça veut dire qu'on doit repenser on doit repenser la manière dont on pense la politique. Nous, les écologistes, bien sûr, nous, les écologistes, par exemple, nous sommes déjà pour la suppression du 49.3. On pense que c'est un outil qui est complètement dépassé, qui ne doit pas avoir lieu. Pourquoi ? Parce que nous croyons au système parlementaire et nous croyons à la fabrique des compromis. Comme ça se passe chez très nombreux de nos voisins, c'est-à-dire faisons confiance au Parlement, avec bien sûr une proportionnelle pour que tout le monde soit représenté, et apprenons à bâtir des coalitions d'idées.
C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et pour ça, on supprime le 49.3, on donne plus de poids au Parlement. Il faut un contre-pouvoir, on ne peut plus avoir un système descendant. Alors Emmanuel Macron, on passe à un autre sujet, il a présenté, donc c'était jeudi, son plan eau dans les Hautes-Alpes. Quelles sont les mesures qui vous semblent efficaces et quelles sont celles qui ne vous semblent pas nécessaires ? Alors la question n'est pas quelles sont celles qui ne semblent pas nécessaires, mais qu'on aurait dû aller beaucoup plus loin. Alors allez-y, dites-moi ce que vous auriez fait. Alors oui, bien sûr, on est pour faire de l'économie, de la sobriété. Oui, il faut diminuer il faut augmenter la question du budget de l'eau. Bien sûr, il y a des choses qui sont... non, le budget des agences de l'eau. Le budget des agences de l'eau, ça c'est une question. Mais on est très très loin de la situation qu'on est en train de connaître. Mais c'est un premier pas positif ou pas ? Mais on n'est plus à l'heure des premiers pas. Nous ne sommes plus à l'heure des premiers pas. Et par exemple, dans ce qui manque, c'est d'avoir quelque chose de contraignant, notamment sur la réduction de la consommation par les agriculteurs productivistes. Aujourd'hui, on doit revoir notre système agricole. En Isère, dans le Nord-Isère, le 22 mars, on a des alertes sécheresse. Le 22 mars, parce qu'en fait, on a connu une sécheresse très forte cet été qui n'a pas pu... Les terres sont en train de s'assécher. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus le temps d'être dans les premiers pas. Vous parlez du Nord-Isère, justement. C'est peut-être... Emmanuel Macron, il parle de rendre des décisions plus localisées à travers l'intercommunalisation. Est-ce que vous approuvez ça ? Est-ce que ça va dans le bon sens ou pas ? Mais les intercommunalités... Moi, j'ai travaillé dans une métropole. La métropole, sur la question de l'eau, en fait, elles ont déjà les compétences. Elles sont déjà en train d'y travailler. Elles sont déjà en train d'y travailler. Et sur ce sujet-là, l'État ne peut pas continuer à défausser ses responsabilités sur les collectivités. Oui, on doit avoir des modes de décision locaux qui associent l'ensemble des usagers et bien sûr les collectivités locales au premier titre. Mais la question, c'est quels sont les moyens que donne le gouvernement, comment le gouvernement va aller peut-être sur la contrainte, comment on est sur un changement du modèle agricole, comment on fait, par exemple, au niveau européen pour avoir une PAC, on fait porter la parole de la France pour avoir une PAC qui privilégie des cultures moins consommatrices d'eau. Et quand je dis qu'on n'a plus le temps d'attendre, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà l'eau renouvelable disponible a diminué de 14% en 20 ans. Et d'ici à 2030, on pourrait être sur une diminution d'entre 30 et 40%. Vous voyez bien que c'est un vrai sujet. Et donc, les plans, on l'a vu sur le plan sobriété énergétique. C'est bien, c'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, oui, on va diminuer, on va faire de la sobriété. Comment on va faire de la sobriété ? Et vous attendez rien donc de ce plan ou pas ? Mais tout ce qui peut être avancé, c'est très bien. Mais en fait, les plans des petits pas, les plans effets d'annonce, on en a trop eu. On en a trop eu des plans comme ça. C'est plus la question aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on va vers une baisse de 30 à 40% de l'eau renouvelable disponible d'ici à 2030. Autre sujet qui vous intéresse a priori ici, c'est la question des trottinettes. Avec ce référendum qui est organisé, cette consultation qui est organisée par Anne Hidalgo et sa majorité, à laquelle fait partie David Béliard, donc élu ELV, Anne Hidalgo qui est favorable à l'interdiction des trottinettes en libre service dans la capitale. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce qu'il faut aller au-delà de Paris ? On va déjà voir, on va laisser les Parisiens s'exprimer déjà. Par contre, ce qui est sûr déjà, c'est qu'effectivement, il y a un sentiment d'insécurité avec les trottinettes. Parce que l'espace n'est pas vraiment bien partagé. Et donc, quand ça va vite, quand c'est en confrontation avec des vélos, voire avec des piétons, la question, c'est déjà comment on garantit la sécurité de tous dans leur mobilité, dans leur déplacement dans l'espace public. Et bien sûr, il faut à minima régulé, bien évidemment. Et après, si on veut aller vers l'interdiction, je trouve que la méthode du référendum... Pas l'interdiction des trottinettes, l'interdiction des trottinettes en libre service. Oui, c'est ça, en libre service. L'interdiction des... Mais c'est celle-là, c'est celle qu'on voit sur les trottoirs qui sont déposées un peu n'importe où. Et puis, c'est vrai que globalement, ces trottinettes-là, elles ont un impact environnemental, en fait, qui est très important, parce que c'est des usages uniques, elles sont très vite détériorées. Enfin, on le voit, il y en a plein qui sont cassées, donc elles ont un impact environnemental important, et elles détournent de moyens, notamment de la mobilité active, du vélo, de la marche, ou même des transports en commun qui, pour le coup, ont moins d'impact environnemental. Alors Clément Beaune, le ministre des Transports, lui, il défend une autre stratégie. Il ne dit pas d'interdiction, en tout cas dans un premier temps, des trottinettes en libre service, mais il dit qu'il faut renforcer les sanctions en cas de non-respect des règles liées à la circulation, et aussi il veut faire passer, il veut que les utilisateurs aient plus de 14 ans pour pouvoir utiliser des trottinettes. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui, je pense que, je vous l'ai dit, à minima, il faut réglementer. À minima. Et quand on veut aller vers l'interdiction des trottinettes en libre service,
effectivement, le référendum me semble la bonne manière de faire. Alors, vous concernant, vous proposez un certain nombre de propositions de loi dans le cadre de votre niche parlementaire, je crois que c'est le 6 avril. Hein. Tout à fait, c'est jeudi prochain. Voilà, et il y a l'une de ces propositions de loi, c'est l'interdiction des jets privés. Alors, une question, ou plusieurs questions d'ailleurs, est-ce que la France peut être le seul pays à interdire les jets privés? Et est-ce que quelque part, en interdisant les jets privés, on risque pas de provoquer des dizaines de milliers de chômeurs de l'industrie aéronautique? Alors moi, je pense que oui, la France peut être pionnière dans ce sujet-là. Bien sûr qu'on peut donner... Non, bien sûr qu'on doit assumer de pouvoir montrer l'exemple, de pouvoir dire aujourd'hui, on doit diminuer de 48% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Je vous l'ai dit, 2030, c'est demain. La question, c'est qui va porter finalement, sur qui va porter ces efforts. Et ce qu'on dit nous, en fait c'est le rapport du GIEC, on dit ces efforts-là, ils doivent être portés de manière équitable. Ça doit donc se faire dans la justice sociale. Et donc mettre à contribution des personnes qui font des trajets très très courts en jet privé, très très court. C'est limite des sauts de puce de leur dire oui, vous pouvez voler, mais pas dans des jets privés. À la limite, prenez l'avion avec tout le monde. Vous voyez, on n'est même pas sur de l'anti-avion, on est juste prenez l'avion. Et vous pensez que cette proposition de loi peut être adoptée? Alors aujourd'hui, elle a été non, elle n'a pas été en commission, mais en tout cas, c'est un débat. C'est le débat de la manière dont la transition écologique doit se faire dans la justice sociale. Et ça montre très clairement qu'on a deux projets de société très différents avec la majorité. La majorité, ils veulent toujours attendre pour agir pour le climat et l'environnement. Nous, on veut agir dès maintenant et dans la justice sociale. On passe à un autre sujet. Qui est lié à ça d'ailleurs, qui est lié au problème de l'environnement, au problème de l'écologie. La guerre en Ukraine est en partie à l'origine d'une crise de l'énergie sans précédent depuis 1973. Et tous les experts, un grand nombre d'experts, majorité des experts, expliquent que pour éviter ces augmentations des prix d'énergie, il aurait fallu plus de centrales nucléaires. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, tous les experts, je dis la plupart des experts, parce qu'on parle du fait qu'Emmanuel Macron est critiqué pour avoir fermé Fessenheim, et d'ailleurs une fermeture de Fessenheim consécutive à l'accord Verpès de 2012 entre Martine Aubry, alors premier secrétaire du PS, et Cécile Duflot, qui dirigeait les Verts à l'époque. Tout à fait, une fermeture de Fessenheim sur des questions notamment de sécurité. Mais vous savez, nous, notre modèle énergétique, c'est du 100% renouvelable. Et quand on parle du nucléaire, on parle aussi d'approvisionnement. Vous savez que, par exemple, aujourd'hui, l'uranium en Russie, il est traité en Russie via Rosatom, qu'on avait encore des livraisons à Dunkerque il n'y a pas longtemps. Donc non, aujourd'hui, le nucléaire ne nous garantit pas une indépendance énergétique. L'uranium vient de pays quand même en grande partie autoritaires, comme par exemple le Kazakhstan. Donc oui, il y a une vraie question d'indépendance énergétique, mais le nucléaire n'est pas la question. La souveraineté énergétique, elle passera par les énergies renouvelables produites aujourd'hui ici en France. Par contre, si on veut le faire, si on veut relever ce défi, il faut organiser la filière industrielle du renouvelable. Comment on produit des panneaux photovoltaïques en France. C'est ce qui est fait aujourd'hui, non ? Bien peu. Justement, on a eu une loi sur les ENR, elle n'en parle pas. Et on a plutôt un gouvernement, alors qu'on avait une innovation incroyable en fort, qui a laissé... Mais on est le seul pays européen à ne pas avoir atteint ses objectifs. Non, les panneaux solaires sont en fait largement développés partout dans le monde, et nous, on est à la traîne. Mais est-ce que vous croyez que les besoins énergétiques de la France pourront être faits uniquement à travers des énergies renouvelables à court terme? Je ne le crois pas, ça fait partie des... ce n'est pas de la croyance. Moi, je sais qu'on peut le faire, et d'ailleurs, dans les scénarios de RTE, ça fait partie des scénarios possibles. Un scénario 100% énergie renouvelable. Donc la question n'est pas ce que je crois ou pas, ce qui est possible de faire ou non, et la question des choix politiques. Si nous étions en responsabilité, notre choix politique, ça serait effectivement d'aller vers du 100% renouvelable, qui est la manière d'avoir notre souveraineté énergétique, et la seule. Alors, pour conclure cette émission, quelques questions de politique internationale. D'abord, est-ce que vous êtes sensible à ce qui se passe en Iran? Et quand vous constatez qu'en Iran, des femmes se battent jusqu'à en payer de leur vie pour avoir le droit de ne pas porter le voile, alors qu'en France, le port du voile est devenu une revendication des islamistes, mais aussi d'un certain nombre de militantes féministes, en partie venues de la gauche. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Et tout d'abord, une solidarité pleine, entière, totale avec l'ensemble de ces femmes qui se battent en Iran. De ces femmes, et même maintenant de toute une partie de la population. On sait notamment de la jeunesse, et avec des exécutions arbitraires. Enfin, ce qui se passe est
catastrophiques et elles ont un courage incroyable. Et alors la question, elles et ils. Mais par contre, l'Iran n'est pas la France. L'Iran n'est pas la France. Et alors ? Eh ben, donc, moi, j'ai une solidarité absolue et totale. Par contre, en France, ma position, c'est la liberté des femmes à disposer de leur corps. Et donc, à choisir la manière dont elles veulent se vêtir et dont elles veulent exprimer leur foi. C'est-à-dire, par exemple, comme à Grenoble, permettre que les femmes puissent être vêtues d'une tenue spéciale quand elles vont dans une piscine. Moi, je vous l'ai dit, ma question, c'est, moi, mon objectif, ce que je porte, c'est vraiment la liberté de choix des femmes, la liberté à disposer de leur corps. C'est ma boussole, ça l'a toujours été et ça continuera à l'être. Alors, autre question de politique internationale, l'Ukraine. La Russie va déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Est-ce que vous redoutez que la guerre d'Ukraine ne se transforme en guerre nucléaire ? Bien sûr qu'il faut s'en inquiéter. Et est-ce qu'il faut livrer... extrêmement inquiétant. Et vous le savez, nous, on est en solidarité depuis le début du peuple ukrainien et nous avons soutenu les livraisons d'armes. Il y a aussi la question de la formation des militaires. Dans ce contexte, la France a raison de livrer des armes à l'Ukraine. Nous devons soutenir absolument l'Ukraine. Ce qui se joue en Ukraine, bien sûr, déjà, c'est la défense des Ukrainiens, mais pas seulement. C'est la défense de la liberté des peuples et le fait de pouvoir être en sécurité chez soi face à un envahisseur. Alors au passage, les députés français, dont les députés écologistes, ont adopté mardi un texte reconnaissant comme un génocide l'Holodomor, c'est-à-dire la famine provoquée au début des années 30 en Ukraine par les autorités soviétiques et par Staline. Mais qu'est-ce qu'on a vu ? C'est que LFI s'est abstenu et 2 députés communistes, Jean-Paul Lecoq et Jean-Marc Tellier, ont voté contre. Est-ce que ce n'est pas un vestige du stalinisme au sein du PC, peut-être aussi de LFI, ou peut-être la preuve que le parti putschiste en France est très présent au sein de la NUPES, puisque cette résolution a été critiquée, dénoncée par Poutine ? On a un désaccord sur ce sujet. Cette résolution le montre, mais ce n'est pas le premier vote qu'on a, qui ne sont pas les mêmes sur ce sujet international. Nous, notre position est très claire. Vous l'avez dit, on l'a voté. On a été favorable à l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Enfin, donc, de toute façon, c'est un sujet sur lequel nous avons acté des désaccords et où chacun défend ses positions. Et on peut gouverner ensemble ? En tout cas, on peut travailler, mais c'est le travail qu'on est en train... Avec ces différences de point de vue sur ces sujets-là ? Mais c'est le travail qu'on est en train de mener. Vous voyez bien qu'on a réussi à acter beaucoup de choses en commun. On a énormément de sujets qu'on mène ensemble sur les questions sociales, sur les questions écologiques, sur les questions économiques. Et après, on a des sujets sur lesquels nous sommes en train de travailler pour avoir un projet commun. Mais ça prend du temps. Et pour le moment, on assume. C'est ça aussi la question de la coalition. Quand vous parliez quand je vous disais, on pouvait parler de la coalition, c'est pas des partis qui ont toujours le même avis. C'est de se dire, des fois, nous avons des avis divergents, mais nous faisons le choix de travailler sur ce qui nous rassemble. Alors, autre sujet de politique, entre la politique internationale et la politique française. Les députés communistes du groupe Gauche démocratique et républicaine, GDR, ont inscrit à l'ordre du jour de leur niche parlementaire, qui sera débattue le 4 mai, une proposition de résolution condamnant, je cite, « l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid dans l'intention de maintenir la domination d'un groupe racial, donc sous-entendu juif, sur un autre ». Une proposition de résolution qui avait été signée en juillet dernier par une trentaine de députés de la NUPES, dont des députés ELV, notamment Aurélien Taché et Sabrina Sebaï, et donc initiée par le député communiste Jean-Paul Lecoq, celui qui a voté contre le texte reconnaissant l'Holodomor comme un génocide. Où en êtes-vous aujourd'hui de cette résolution ? Donc nous, effectivement, le groupe GDR a décidé de le mettre à l'ordre du jour. De ce que j'ai compris, c'est que ce ne serait pas forcément cette résolution-là, mais une autre résolution. Donc on attend de connaître le texte. Aujourd'hui, on n'a pas de position mais vous pourriez voter une résolution aujourd'hui, on n'a considérant qu'Israël est un État d'apartheid ? Aujourd'hui, on n'a pas de position de groupe arrêtée. On va en discuter. C'est la question qu'on a par rapport à Israël. Le sujet est complexe, notamment la période est particulière, puisqu'on est
dans un moment où en Israël, on a un mouvement social extrêmement fort, historique. Qui est le contraire de l'apartheid. C'est ça, justement. C'est la démocratie en mouvement. Non, mais justement. Et je pense que notre rôle est d'être en soutien de ce mouvement-là, de ce mouvement de gauche, de ce mouvement de la société. Alors, je ne veux pas du tout, mais c'est vraiment, justement, pour nous, la question, c'est quand on a des pays où il y a des coalitions de droite et d'extrême droite, comme par exemple en Italie, notre question à nous, c'est comment on est en soutien, justement, de ces mouvements-là, des mouvements de gauche, de la société civile, contre des actes comme la remise en cause de l'indépendance de la Cour suprême. Parce qu'en Israël, vous parlez, hein ? En Israël. En Israël. Mais ça, c'est le peuple israélien qui manifeste. C'était encore des centaines de milliers hier samedi dans les rues des grandes villes d'Israël et des petites villes. Et donc, c'est le contraire de l'apartheid. Mais ce qui a choqué dans cette résolution, c'est l'utilisation de termes groupe racial pour parler des Juifs. Donc, les députés qui ont signé cette proposition de résolution en juillet ont donc utilisé ce terme groupe racial. Est-ce que ça ne fait pas le jeu d'un nouvel antisémitisme qui a tué 11 juifs français depuis 2006 ? Au sein d'Europe Écologie Les Verts, on est extrêmement vigilant sur cette question de l'antisémitisme. On a créé un groupe de travail en 2021 pour traiter ce sujet. Lors de nos journées d'été, c'est-à-dire le moment où on se rassemble et on réfléchit, on a fait une table ronde qui s'appelait « Reconnaître et combattre les discours et l'iconographie antisémite ». Donc c'est un sujet que nous prenons fortement à cœur. Et que nous traitons extrêmement sérieusement. Merci en tout cas Cyrielle Chatelain d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J, à dimanche prochain. Merci.